Oui, bonjour, bonsoir, salaamaaleykum ñu ngi waat di nuyu ñëpp di wax ni on est encore une fois à CDC le cadre des cinéphiles pour une masterclass cette fois-ci avec le thème l'écriture de scénario d'une série. On a aujourd'hui l'honneur d'accueillir monsieur Ayam Sano. Ouais, c'est bon hein? C'est bon. Présentation bu baax na. Voilà di wax ni rek ñu ngi ñaan yàlla dogal lépp luñ fi wax rek mu mën a jëriñ ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi nekk ci cinéma te bëgg ci xam-xam waaw yal na yàlla dogal xam-xam gu yaatu waaw bu ñu mën ko partager et puis c'est un concept qui permet aux gens de voilà de partager leur expérience et puis d'expliquer aux gens comment ça se passe di wax ni rek voilà la parole est à vous monsieur Sano. Salam à tous. Je tenais avant tout à vous remercier, à remercier le collectif CDC pour l'invitation, surtout Bamba, qui est un ami, un passionné de cinéma, tout comme moi. Euh, Après cela, je tenais à ajouter que je me présente comme le grand l'a dit, Iam Sano, de mon vrai nom, Ibrahim Sano. Mais vu qu'on est dans un milieu artistique, la plupart d'entre nous, on a cette fâcheuse tendance de jouer les artistes et de se créer des choses et tout, comme les joueurs. Et voilà, tout le monde aujourd'hui, quand tu commences à taper le ballon, tu dis je m'appelle Ibrahim Digno et tout. Donc, moi, je me suis donc dit que vu que j'aime pas trop parler de moi ou être sur les réseaux, je préfère essayer quand même de créer cette intrigue-là, d'où le nom de Iam Sano. Certains ont tendance à dire Liam, mais c'est pas Liam, c'est Iam Sano. De mon vrai nom, Ibrahim Sano. Donc, je suis scénariste, auteur. Quand je dis auteur, je suis auteur littéraire et je suis réalisateur. Et quelquefois, à mes heures perdues, je suis critique cinéma, entre guillemets. Donc, c'est un peu ça. Moi, je me considère comme cinéaste, je me considère comme artiste. Parce que tout ce qui tourne à l'art me passionne et j'adore partager avec des gens, j'adore écouter et j'adore aussi partager ma pensée et voilà, c'est un peu ça. Euh, Vu on est là pour parler pour une masterclass, à savoir, donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'écriture de scénario sériel, donc une thématique qui est assez intéressante, surtout dans le cadre de notre cinéma actuel, dans le cadre de notre cinéma et de tout ce qui englobe les métiers de l'audiovisuel au Sénégal. Voilà. Pourquoi c'est assez intéressant? Parce que aujourd'hui, en termes de productivité, en termes de projet, le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, fait partie de ces pays-là où on a le plus, on a enregistré le plus grand nombre de projets, à savoir des séries. Donc, c'est assez intéressant et il y a pas mal de gens aujourd'hui qui se lancent là-dedans. Il y en a qui ont quand même appris le métier d'écriture, de scénariste. Il y en a qui n'ont pas appris, mais c'est inné en eux. Et il y en a qui se lancent dans le tas et qui apprennent, voilà, sur les plateaux, qui apprennent des échanges comme celui-là. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc, quand on nous donne cette opportunité-là de partager le peu de ce qu'on a avec d'autres personnes, je me dis que c'est un immense honneur qu'on doit partager. Et comme on l'a dit, c'est une masterclass. On n'est pas là pour écouter Sano parler, mais plutôt échanger et apprendre de Sano. Et Sano aussi, moi, en tant que personne, je suis là pour apprendre de tout un chacun d'entre vous. Donc, guys, encore une fois, je le disais tantôt, je suis pas là pour être un mix d'une heure de temps que les gens vont se mettre à écouter en pensant que je détiens le monopole du savoir. Donc, je ne le détiens pas. En ce qui concerne mes études et tout, on s'en fout. On est tous des cinéastes, on est tous des passionnés. Faire des études de cinéma ne garantit pas que tu vas faire une très grande carrière dans le cinéma. Et voilà, la plupart des grands auteurs, des plus grands réalisateurs sont des gens qui ne sont pas passés par des études. Et aujourd'hui, quand on parle de blockbuster, on parle de cinéma en soi, ce sont des gens qui font de grandes choses alors qu'ils ne sont pas passés dans de grandes écoles de cinéma. Donc, voilà, mon parcours scolaire, les études que j'ai fait, on s'en fout. J'ai fait quelques études de cinéma et tout,
mais cela importe peu. Tout ce qui compte, c'est ce que je peux apporter et ce que aussi les autres peuvent m'apporter. Donc, c'est ça, en guise de présentation. Merci. Donc, sans pour autant tourner autour du pot, moi, je fais pas partie de ces personnes-là qui trouvent qu'il y a réellement une très grande différence en ce qui concerne l'écriture. La seule différence que je trouve en termes d'écriture scénaristique est celle, à savoir des autres genres, la littérature, la poésie, tout ce qui englobe la littérature en soi. Donc, il n'y a qu'une différence entre ces deux choses-là. En termes d'écriture, que ce soit une écriture sérielle ou que ce soit une écriture de film, il n'y a pas réellement de grande différence. Pourquoi? Je m'explique. Dans un film, généralement, l'histoire est racontée souvent en 3 actes. On parle de la structure en 3 actes, à savoir une exposition, un développement et une résolution, créée par, je dirais, si je ne dis pas des bêtises, par, comment il s'appelle, Sidney Field. Et aujourd'hui, avec l'évolution du cinéma et de la technologie et l'évolution de cette mentalité de la créativité, on a assisté à l'avènement de, comment il s'appelle, de John Trawi, qui nous parle aujourd'hui de l'écriture en 22 étapes, où il y en a qui vous parlent de 7 étapes, il y en a qui parlent de 13 étapes. Après, chacun a sa conception de la chose, chacun a sa façon d'écrire. Cependant, il n'existe pas de format ou de méthode appropriée sur laquelle on doit se focaliser pour raconter une histoire. Mais même s'il n'y a pas de méthode de vraisemblance en tout cela, il faut savoir qu'il y a quand même des bases pour écrire. C'est ce qui différencie le cinéma, l'écriture scénaristique, de l'écriture d'autres genres, comme la littérature. On a tendance à nous dire que le scénario, il est raconté au présent. Alors qu'en littérature, l'histoire, elle est souvent racontée ou généralement racontée dans le passé. Donc, c'est ce qui fait cette différence-là entre ces deux façons. Après, il y a la mise en page, le format et tout, ce qui différencie tout cela, la littérature du cinéma. Hormis cela, le cinéma, l'écriture scénaristique repose sur ce qu'on appelle un schéma narratif. Le schéma narratif, dans le film, comme je l'ai tantôt dit, repose sur 3 étapes, l'exposition, le développement et une résolution. Cependant, dans un film, l'histoire est racontée d'une façon limitée dans le temps. À savoir, il y a un début, un milieu et une fin. Dans une série aussi, il y a un début, un milieu et une fin. Cependant, quand on nous dit que c'est pratiquement la même chose, on se dit, mais alors, quelle est la différence entre ces deux genres, sous-genres du moins? La série, elle est racontée sur un temps qui est assez large, qui est assez long, alors qu'un film aussi peut être raconté dans un temps assez large. Mais le format doit être pris en compte, la durée, l'espace et tous ces aspects-là doivent être pris en compte. On prend l'exemple pour essayer d'aller beaucoup plus vite et pour que ce soit beaucoup plus clair. C'est comme lorsqu'on prend une série comme Game of Thrones. Game of Thrones, c'est une série de genre fantastique. C'est un peu le même style comme des séries comme The Witcher et tout. À savoir que c'est une adaptation. Game of Thrones vient de la littérature, de George Martin. Quand on prend cette œuvre-là, qui est en littérature, qui est une œuvre littéraire, et qu'on la lit, et puis on regarde la série Game of Thrones, on finit par se rendre compte qu'il y a une très grande différence. Parce que ce qui est raconté dans l'œuvre est raconté dans le passé. Alors que lorsqu'on regarde la série en question, on a l'impression, pas l'impression, mais on vit le moment actuel. C'est comme un enfant qui vient ou une personne qui vient de commencer Game of Thrones en 2024, alors que la série date de, je ne sais pas, 2013, je ne sais pas trop. Voilà, j'ai un peu oublié la date. Cette personne qui regarde la série en 2024 a cette même notion-là que la personne qui la regardait en 2012 ou à la sortie de la série. Cependant, la façon dont elle est narrée dans la littérature diffère, parce que dans la littérature, comme je l'ai tantôt dit, elle est racontée dans le passé. Mais tout dépend de quoi. Ce qui les différencie, c'est la façon dont ils sont similaires à certaines séries. C'est comme toujours avec l'exemple de Game of Thrones. La série dure sur 7 saisons, je ne sais pas, 8 saisons. 8 saisons. Alors que toute cette histoire-là qui est racontée en 8 saisons
il y a cette possibilité de la réadapter et de la raconter en un long métrage. C'est comme, comment il s'appelle, le film Spartacus, la série Spartacus. Elle est racontée sur 3 saisons, si je ne me trompe pas. Et quand on regarde Spartacus, on la regarde sur le long temps, sur un long format. Alors que quand on regarde Gladiator, qui est pratiquement la même histoire, si je ne dis pas de bêtises, que Spartacus. Donc, il y a toujours cette similarité-là qu'il y a entre un film et une série. Donc, on peut utiliser une idée de film et la détailler en série, en quelque sorte. Cependant, il faut savoir qu'il y a des codes qui sont basés sur lesquels on doit bien s'appuyer pour pouvoir narrer cette histoire-là afin que cela puisse entrer dans ce cadre de la série. Donc, il y a le format qu'il faut prendre en compte. Après, il y a certaines aussi spécificités qu'il faut prendre en compte. J'ai quand même pris le temps pour ne pas dire des bêtises, j'ai pris le temps de noter pas mal de choses. Il y a déjà la durée et le format, à savoir, un film, généralement, il est raconté sur 65 ou 90 minutes jusqu'à 120 minutes, ou ça peut aller jusqu'à 3 heures de temps, alors qu'une série, généralement, elle est racontée sur 20 minutes parfois, jusqu'à 60 minutes aujourd'hui. Et cela n'est mentionné nulle part que pour faire une série, on doit aller sur 20 minutes ou on doit aller sur 50 minutes. La preuve, entre 2017 jusqu'à 2024, sur Netflix par exemple, on a assisté à l'avènement des K-dramas, les séries coréennes. Et la plupart de ces séries-là, en termes de format et en termes de durée, partent généralement de 45 minutes jusqu'à 1h30 parfois. Donc, quand tu prends par exemple une série coréenne, comme The Glory, qui est au format, si je ne me trompe pas, je ne sais même plus, le 13 épisodes ou voilà, whatever, et que tu la compares avec un film tel que Gladiator, en termes de durée, ce n'est pas la même chose. Mais The Glory, par exemple, il y a des épisodes qui te font plus d'une heure de temps. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas, il peut se dire qu'il s'agit d'un long métrage, alors qu'il ne s'agit pas d'un long métrage. Et pourtant, c'est une série. Donc, il n'y a pas de règle. Il y en a aujourd'hui qui te font des séries de 8 minutes et ça passe. Sur Netflix, aujourd'hui, on en a. Et il y a cette nouvelle méthode-là qui a commencé à être à la tendance, qu'on appelle les drama box ou les reels. Généralement, lorsqu'on se rend sur Facebook, sur Instagram, on a tendance à tomber sur ces vidéos-là. Et aujourd'hui, moi, je dirais que, ouais, on n'a pas d'argent, je suis pauvre, mais ce format-là est en train de m'appauvrir beaucoup plus. Parce qu'à chaque fois que je tombe sur certaines histoires, il suffit que tu commences un épisode et pas, on te suggère d'installer l'application et tu installes l'application, tu commences à suivre les fragments d'épisodes là qui te font une minute et tu te retrouves avec 90 épisodes d'une minute. Parfois, tu pars jusqu'à 100 épisodes d'une minute. Et au bout d'un certain moment, tu n'as plus de pièces pour continuer et on te demande de payer pour continuer. Donc, ce format-là aussi, c'est de la série, mais ce sont des mini-séries. Avec Netflix, on a ce format de série-là, mais en plus long. Netflix a des séries qui te font de 5 épisodes de 16 minutes. Il y en a qui font 5 épisodes de 28 minutes. Donc, il y en a qui peuvent te faire aussi 3 épisodes de 1 heure de temps ou autre. C'est comme la série Troy, qui nous raconte un peu l'histoire, voilà, des royaumes antiques et tout, où on a même certains personnages mythiques. Mais cette série, par exemple, est racontée sur 3 épisodes. Et chaque épisode est fait plus d'une heure de temps. Pour quelqu'un qui ne sait pas, il peut se dire que là, il s'agit d'un film, alors que tel n'est pas le cas. Donc, on a le format. Hormis le format, il y a la structure narrative. J'ai tantôt parlé de la structure narrative. Voilà. Donc, la structure narrative, déjà, il faut savoir que dans un film, l'histoire, elle est racontée d'une façon qu'il y a une intrigue qu'on doit résoudre à la fin du film. L'intrigue principale, dès le film, elle est placée. Il s'agit on prend l'exemple de quel film, par exemple, de Gladiator. Automatiquement, dans Gladiator 2, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont vu, on sait qu'il y a ce problème-là qui est déjà mis. Et dès le début du film, on se demande comment est-ce que notre héros parviendra à résoudre
ce problème. Alors que dans une série, cette même intrigue-là, elle est placée dès le début, à savoir l'intrigue principale. Mais la question qu'on se pose généralement, c'est pas comment est-ce qu'il parviendra à résoudre cette intrigue-là, mais par quel canal il passera pour arriver à résoudre cette intrigue et qu'est-ce qui va s'en suivre. Donc, c'est ce qui différencie toujours le format de la série du format filmique. Donc, il y a ça. Après, les séries aussi, on a tendance à parfois mélanger un peu. Parce que moi, je me suis même pris la tête avec un aîné une fois par rapport à ça, par rapport à la série Game of Thrones. Il y a le format, il y a les genres. Tout comme dans le cinéma, on a tendance à nous parler du drama, la romance. Voilà, ça dépend. Il y a pas mal de genres. Il y a des séries qu'on a tendance à prendre et les catégoriser dans certains genres dont ils ne font pas partie. C'est comme Game of Thrones. À chaque fois qu'on demande aux gens, Game of Thrones représente quoi? Il y en a qui disent, ouais, c'est une série. Parce que déjà, on a tendance à se mettre dans la tête que tout ce qui se passe en épisode est une série. Alors que quand on doit analyser chaque œuvre d'une façon assez logique, en fonction de sa structure narrative, on finit par comprendre qu'il y a pas mal de ces projets-là qu'on a tendance à classifier dans tel cadre qui n'en font pas partie. C'est comme Game of Thrones. Game of Thrones, moi, dès le début, je disais aux gens, Game of Thrones, ce n'est pas une série, c'est un feuilleton. Et les gens te disent, mais le gars, qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Là, les warnings. Et pourtant, il faut savoir la différence entre une série et un feuilleton. Une série, généralement, repose sur quoi? Certes, une structure narrative qui est là, mais à la fin de chaque épisode, soit il y a une résolution entre guillemets, ou une mini-résolution, un cliffhanger du moins, à travers lequel on doit essayer de tenir en haleine le personnage, du moins le spectateur, pour qu'il puisse continuer et passer à l'autre épisode. Mais quelle est la différence entre Game of Thrones et les séries là qu'on regarde au Sénégal? Moi, je dis qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence entre Game of Thrones et Pod et Marichou. C'est la même chose. Feuilleton, téléfilm, c'est la même chose ici. Parce qu'il y a une histoire qui est racontée du début jusqu'à la fin. Game of Thrones, tu la commences avec la saison 1 où on te parle de la fin de la saison, on te parle de l'arrivée des marcheurs blancs. Tu regardes ces séries-là jusqu'à la saison 8. Si tu ne la termines pas, si tu sautes ne serait-ce qu'une seule saison, tu es perdu, tu ne comprends plus la continuité de la chose. Il suffit que tu commences avec la saison 1, un épisode, 2 épisodes, tu sautes ne serait-ce qu'un 3e épisode de la saison 1 et que tu essaies de passer directement à l'épisode 10 de la saison 1, tu es perdu. Alors que lorsque tu prends une série comme NCIS ou Les Experts de Miami, les séries policières généralement, ou The Rookie, tu as cette possibilité de commencer un épisode de la saison 1 et tu sautes, tu t'en fous. Tu passes directement à la saison 17 s'il y en a et tu regardes l'épisode 17. Tu es au calme parce que chaque épisode raconte une nouvelle intrigue. Donc, ces aspects-là aussi, il faudrait qu'on les prenne en compte lorsqu'on a pour objectif de raconter une histoire. Et généralement, la plupart de certains de mes amis scénaristes ou entre guillemets apprentis scénaristes ne prennent pas cela en compte et on se dit, ouais, j'écris une série, du moment que voilà, j'ai 100 000 pages, ouais, je tiens une série. Alors qu'il y a des codes sur lesquels cela est érigé. Après, on a commencé à parler des intrigues, la complexité des intrigues. Dans un film, par exemple, les intrigues sont limitées. Généralement, dans un film, on sait qu'il y a ce problème-là qui a été placé dès le début. Il y a au moins 2 plots ou 3 plots qui sont là. On a le premier problème qui est là, un deuxième problème qui advient, un troisième problème qui advient, et bam, on passe directement à une résolution. Et on se dit, le personnage doit atteindre cet objectif. Alors que dans une série, comme Stranger Things,
ou comment il s'appelle, voilà, on prend l'exemple de Stranger Things. Quand tu commences la série, à la fin de chaque saison, il y a les scénaristes ou la production essaie de t'inculquer un cliffhanger qui va te pousser vers une prochaine saison dont l'intrigue de base qui a été racontée dans la première saison de fin va être différente de ce qui va être raconté dans la saison 2. C'est comme dans la série Dark, où chaque épisode, dans cette série par exemple, chaque action te pousse en tant que spectateur à te demander comment est-ce qu'ils vont parvenir à régler ce problème-là. Chaque action qui est menée par les personnages nous ramène à d'autres problèmes encore. Donc, chaque épisode crée de nouveaux problèmes qu'on doit résoudre dans un autre épisode. C'est comme dans la série Supernatural. On a une saison 1, ils doivent combattre par exemple un démon, ou dans la série de la production CW, dans la plupart des productions CW, à savoir Flash, Arrow, Supergirl et tout, chaque saison, on a un méchant. Tu commences avec la saison 1 où on a le personnage de Bloom et tout. À la fin de la saison, ils parviennent à battre le méchant. Mais le fait de battre le méchant crée un nouveau problème qu'ils doivent résoudre dans la saison 2. Alors que dans un film, certes, parfois, il y a ce qu'on appelle des fins ouvertes, mais généralement, la production n'est pas obligée de continuer pour aller là-dessus. Parfois, la plupart des films qu'on regarde aujourd'hui, pour essayer de faire du marketing, c'est comme avec la saga Le Seigneur des Anneaux, The Hobbit et tout. Ce sont des formats dont il y a possibilité de la raconter en série. Et je pense même qu'ils ont même essayé ça. Je ne sais même plus si ce n'était pas Seigneur des Anneaux, je ne sais pas tout. Ils ont essayé ça au format sériel et tout. Mais généralement, les boîtes de production ne sont pas obligées à raconter ces histoires-là de cette façon. Alors que dans un film, du moment que l'intrigue, les problèmes ont été résolus, on passe directement à autre chose. Mais vu que voilà, aujourd'hui le cinéma est beaucoup plus devenu une question de money que de créativité, les gens se disent, ouais, ils s'en foutent. On commence une histoire, il y a l'audience qui accroche, arrivé à un certain moment, on se dit, ils ont presque atteint le problème, c'est comme dans Casa de Papel. Cette histoire, moi, je me dis qu'en une saison, les gars, ils s'en foutent, quoi. Mais juste pour nous tenir, tellement nous, en tant que personne, on est tellement curieux, on se dit, comment est-ce qu'ils vont faire pour sortir de la banque? Les gars sont parvenus à nous tenir en 4 saisons, je ne sais même plus si c'est 5 saisons. Et bam, ça marche. Parce qu'à chaque fois, ils essaient de te créer des petits problèmes. Des petits problèmes, des petits problèmes, des amourettes par-ci, des amourettes par-là, des conflits familiaux par-ci, des conflits familiaux par-là. C'est comme dans Peaky Blinders. Toute l'histoire repose sur quoi? Une famille, la famille Shelby, donc, qui est dirigée par Cillian Murphy, Thomas Shelby, qui vit avec sa tante, sa sœur et ses frères. Et leur objectif, c'est quoi? Régner sur Birmingham et s'octroyer tous les territoires. En une saison, tu te dis, ouais, il y a possibilité de résoudre tout ça. Mais il y a le problème entre Thomas Shelby et Arthur, entre Thomas et Finn, des problèmes d'amour avec la fille, je ne sais même pas, Jane. Il y a des problèmes avec les Russes. On s'en fout de tout ça, mais ça tient. Oui, donc ça tient quand même. Parce que nous, de base, on se dit, quand on lit le synopsis ou lorsqu'on regarde la bande-annonce, on sait c'est quoi le problème. Mais ce qui nous tient le plus en haleine, c'est comment est-ce qu'ils vont parvenir à arriver à ça. Tu regardes une saison, 2 saisons, 3 saisons, tu te dis, ah là maintenant, ils sont parvenus à arriver à leur au point. Ils ont enfin gagné. Et pam, on te sort un gars qui vient des États-Unis, là, qui comme quoi c'est un Italien, et ses parents se sont fait tuer par la famille Shelby. Et pam, l'histoire, elle est relancée encore. Et arrivé à un certain moment, tu te dis, quand est-ce que ça va finir? Mais gars, ça ne va jamais finir. Parce que tant qu'ils en ont envie, ils vont te la narrer, ils vont te la narrer, ils vont te la narrer, jusqu'à l'infini. Il y en a des séries qui vont jusqu'à 22 saisons. Moi, par exemple, je suis une série qui s'appelle Grey's Anatomy. Là, moi, finalement, je me suis arrêté à la 19e saison parce que je me suis dit, mais les gars, moi, dans son outil, quoi, je ne peux plus continuer. Une série, 19 saisons, ça fait pratiquement plus de 5 ans que je la suis. Donc, c'est ça. Et c'est un format qui marche beaucoup plus aujourd'hui parce que
la plupart des gens ont le temps. On se dit que les gens ont le temps. Les gens sont omnibulés par leur téléphone, par leur machine, et on n'a plus cet amour-là d'aller en salle de cinéma à chaque fois. Donc, c'est assez bien de rester en famille, chacun dans sa chambre. Les samedis, on se dit Netflix and chill. Tu t'achètes du Get Taf, tu es dans ta chambre quand c'est l'hiver. Da ngay muur ak sa mbaaj nga jàkkaarloo ak sa ordinateur wifi bi na baax nga tànn Netflix et t'es là-dessus ba 4 heures du matin ngay seetaan rek di dem. Mais quand il s'agit d'un film, en 1 heure de temps, 2 heures de temps, tu termines, tu passes à autre chose. Donc, c'est un format qui marche et ça tient quand même le public. Cependant, comment créer une série? Je suppose que c'est la question qui vient dans la tête de tout le monde. C'est bien de raconter tout ça, de faire ça, d'aller en longueur et tout. Et moi, c'est la question que je pose à tout le monde. Si toutefois il y a quelqu'un qui veut répondre. Parce que comme je l'ai dit, je ne vais pas monopoliser la parole. Et c'est un échange et on va partager. Et dernière chose aussi, hein, guys. Parfois, on a maintenant des bêtises tamit. Merci Iam Sano, c'est très intéressant de nous parler de l'écriture du scénario, ses développements, comment ça se passe un peu, de nous développer un peu sur les autres séries, qui ne sont notamment pas des séries africaines, et ce sont des références qu'on suit beaucoup. Pour moi, la base, c'est d'avoir une idée très pertinente, de savoir d'abord où débuter, et de ce début, où est-ce que vous allez aller avec ce début. Parce que il y a un énorme problème, c'est la fin, dans une série comme dans un film du moins. Et pour moi, il faut toujours, en ayant une idée, trouver le début, le milieu et la fin sur son idée avant de partir sur l'écriture. Et il y a une grande différence pour moi, entre l'écriture d'un scénario de film et de série. Parce que pour moi, celle du film s'écrit sur un timing. Tu te dis que le film fait 13 minutes ou 60 minutes, donc tu écris le film en termes de scénario en 60 minutes. Pour la série, vous avez par exemple une série de 26 fois 26 épisodes de 26 minutes. Donc, chaque épisode raconte une histoire. Ça dépend si la série est une série de continuité ou c'est une série où chaque épisode a une histoire. Donc, ça compte aussi de savoir comment on va élargir son idée, de tenir son téléspectateur et comment on va faire aimer son idée de série à son public. Moi, c'est ça. C'est ma propre pensée sur la début. Okay. Voilà, Sano, merci d'abord de nous avoir exposé le truc. En fait, on vient de comprendre beaucoup de choses, hein. Sérieusement, moi, je viens de comprendre beaucoup de choses par rapport au feuilleton et à la série. C'est-à-dire, donc moi, si je comprends bien, il y a de ces choses qu'on fait, ce ne sont pas des séries, ce sont des feuilletons. Bon, je vais résumer ce que vous avez dit. Si c'est comme ça, vous me dites que c'est comme ça. C'est-à-dire, pour une série, en fait, on est dans une histoire globale. Mais dans l'histoire globale, il y a des sous-histoires. À chaque épisode, si on a une introduction et une conclusion qui relance maintenant pour la nouvelle épisode, c'est dans ce cas qu'on dit qu'on est dans une série. Ouais. C'est-à-dire maintenant, si l'écriture est continue, par exemple, on est dans une histoire par exemple, d'une femme qui vend des poulets. Vous voyez, moi, j'ai écrit l'histoire du début à la fin. Maintenant, c'est à moi maintenant de voir à combien de minutes je vais couper le film pour en faire une série, par exemple. C'est ce que l'on fait ici au Sénégal. Ouais. C'est-à-dire, on écrit une histoire, c'est par rapport maintenant à la durée qu'on va voir si on va couper à partir de 20 minutes, 26 minutes, 13 minutes. Mais si on étale le film dans la continuité, on aura un film global. Donc, c'est dans ce cas qu'on dit qu'on est dans un feuilleton. Si je comprends bien ce que vous... Voilà. Et moi, je vais vous reposer la question de savoir
il faut qu'on revienne à la base, c'est-à-dire comment on écrit d'abord un scénario, c'est-à-dire les différentes parties d'un scénario classique normal, c'est-à-dire l'énoncé, la didascalie, tu vois, le dialogue et tout ça, les dialogues, et puis après développer dans une autre question. Merci beaucoup. D'accord. Et puis il faut me répondre si j'ai bien compris, feuilleton et série. Donc, je pense que c'est déjà ça, hein, c'est déjà ça dans l'ensemble. Et pour essayer de répondre à cette question-là, c'est comme on dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Tu ne peux pas passer directement à l'écriture de séries ou de films sans pour autant comprendre ce qu'est une structure narrative. Parce que ce soit en écriture sérielle, fiction, à savoir un film, il y a toujours les prémices, il y a des bases. Donc, pour écrire un film déjà, ce qui est basique, et moi c'est ce que j'ai tendance à dire aux gens, le premier point, si tu ne le sais pas, il faut arrêter le cinéma. Moi, je n'ai pas tendance à dire aux gens de ne pas faire, mais ça, si ce n'est pas clair dans ta tête, il faut arrêter, à savoir l'idée. Si tu sais pas, si tu n'arrives pas à trouver une idée, il n'y a pas de film, gars. Tu vas pas prendre ta caméra et juste filmer la partie bleue là du truc. Peut-être derrière, il y a une idée qui est racontée derrière. Hein. Ça peut se faire. Moi, j'ai vu deux longs métrages sur Netflix où il y a juste un bûcher de feu et la caméra, elle est posée. Durant 1 heure de temps, plus d'une heure, 30 minutes, je ne sais pas, 1h45. Et on voit le feu avec le bois et tout en train de s'allumer. Ça, voilà, le feu s'envenime, il redescend. Et c'est ça le film. Et je me dis, il y en a qui vont regarder ça quand même. Mais, pour mes accès préférences, mais moi, personnellement, je ne vais pas regarder ça. J'ai vu quelques moments, j'ai zappé. Et je me dis, mais Netflix a mis ça sur le catalogue là. Pendant ce temps, quand on parle de production sénégalaise et tout, on nous dit, nous, voilà, on n'a pas encore le niveau de Netflix. Ou on ne fait pas partie de la niche de Netflix pour le moment. Et pourtant, ces genres de choses-là, il y en a. Pour ne pas dire bullshit, il y en a là-bas. Donc, il faut savoir que pour écrire un film, il faut d'abord passer par une idée. Et du moment que l'idée, elle est claire dans ta tête et que tu sais ce que tu veux raconter comme film, il y a un autre point, à savoir des objectifs. Savoir déjà, c'est quoi un objectif? L'objectif, généralement, c'est ce que ton personnage, ton héros, souhaite obtenir. C'est ça l'objectif. Et du moment que l'objectif de ton personnage, il est assez clair, on passe à cette étape de l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché ce problème-là chez ton personnage? Tu as tantôt pris l'exemple d'une femme qui vend des bananes. Qu'est-ce qui a poussé la femme? La femme, déjà, son objectif, c'est quoi? C'est de faire des millions. C'est ça l'objectif de ton personnage. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir avoir des millions? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Est-ce dû au fait qu'elle vit une situation assez compliquée pour elle, avec ses enfants, dont elle doit subvenir à leurs besoins au quotidien, payer la facture, la location de la maison, les études, les nourrir, tout ça. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ce problème-là? Ça peut être dû au fait qu'un bon jour, son époux a fait un accident et il est mort. Sachant que c'était ce dernier-là qui prenait en charge tout ce qui se passait dans la maison. Donc, du moment que on connaît l'élément déclencheur, ce qui pousse cette femme à aller là-dedans, il y a cet autre point-là qu'on appelle le plot point 1. Le plot point 1, généralement, pour essayer de vous le définir d'une façon assez simple, c'est en quelque sorte le point de non-retour. C'est ce point-là que votre personnage atteint et qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus un voilà, un modèle en quelque sorte. Il se dit, je ne peux plus retourner en arrière. Du moment que le plot point est atteint, on passe directement au paradigme de Siegfried. Le paradigme de Siegfried, généralement, c'est de délimiter votre scénario, du moins de diviser votre scénario en 3 parties. Et moi, le conseil que je donne la plupart du temps aux gens, c'est déjà, du moment que l'objectif de votre personnage, il est clair dans sa tête, dans ta tête du moins en tant qu'auteur, et que tu as cela. Moi, d'habitude, quand je travaille sur un projet, je travaille avec des post-it à la maison que j'essaie de coller
voilà, en fonction de bandes. Et je sais déjà que mon histoire commence là et ça se finit là. Parfois, les post-it de couleur bleue signifient, par exemple, telle étape. Le jaune signifie telle étape. Le rouge signifie telle étape. Donc, du moment que c'est clair déjà et que je sais dans quoi je m'engage, le paradigme de Six par exemple, avec cela, c'est que ça vous permet de délimiter, de diviser votre scénario en 3 parties, à savoir 25% qui est l'exposition du film, les 50% qui est le développement, c'est la partie où on trouve généralement la plupart des problèmes que doit avoir votre personnage. C'est la partie où le personnage subit beaucoup plus de problèmes. Voilà, c'est un peu ça. Et les autres 25%, voilà, qui généralement se situent vers le climax et la résolution de votre histoire. Donc, à part ça, on passe directement à la crise. La crise, déjà, c'est la période d'hésitation où votre personnage, généralement, il se retrouve sur lui-même. Il se cherche en se posant des questions. Est-ce que je suis capable de ça ou je ne suis pas capable de ça? C'est cette partie-là qu'on appelle la crise. Et dans la plupart des films qu'on voit, on prend l'exemple d'un film que tout le monde a vu, Van Damme. Je pense que tout le monde a vu Van Damme. Il y a ce moment-là où, voilà, il y a ce moment-là où on prend l'exemple de Spider-Man. Spider-Man, tout le monde l'a vu, on a tous grandi avec ça. Spider-Man, par exemple, dès le début, on a une histoire qui est racontée. Et la crise, généralement, c'est la partie où le personnage de Peter Parker arrive à un moment où il se fait tabasser par l'antagoniste. Et on le tabasse tellement que le gars, lorsqu'il rentre chez lui, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je parviendrai à combattre ce gars? Donc, c'est cette partie-là qu'on appelle la crise. Après la crise, bien évidemment, on passe directement au climax, qui est le point le plus intense du film. C'est la partie où le plus grand du combat se passe, généralement. Et après le climax, on passe directement à la résolution. Donc, moi, pour essayer de vous la faire courte, c'est de cette façon-là qu'on écrit un scénario. Du moment que ces points-là sont assez clairs dans la tête d'un scénariste, il parviendra quand même à poser des bases assez solides pour raconter une histoire. Donc, moi, c'est un peu ça le conseil que je donne aux scénaristes. Après, on peut entrer en termes de profondeur. Il y a ce qu'on appelle l'intrigue interne, l'intrigue externe. On a aussi, comment ça s'appelle, hormis l'intrigue interne et l'intrigue externe. Dès le début, déjà, il faut savoir quelle est la thématique de ton film en termes de thématique pour ne pas se perdre. Voilà. Il y a les enjeux. Qu'est-ce que ton personnage, en atteignant son objectif, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd? Tout ça aussi, il y a les faux alliés. Donc, il y a aussi un autre point que j'adore bien. Et je trouve que dans la plupart des séries, surtout en termes de séries, ce qui fait que beaucoup de séries marchent, c'est l'inclusion de ce qu'on appelle des pay-in-payoff. Le pay-in-payoff, généralement, c'est ce qu'on appelle le planter récolté. C'est un élément qui est inséré dans le cours de l'histoire qui, lorsqu'on le regarde, on se dit banalement que ça ne sert à rien, mais arrivé à un tournant de l'histoire, cette chose-là qu'on a vue, qui semblait assez banale, finit par avoir un poids assez considérable dans l'histoire, en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça. En guise de pay-off, l'exemple que je peux donner, c'est comme là, par exemple. J'ai un bic, on raconte une histoire où, du moins avec la vendeuse de bananes là, la vendeuse de bananes, supposons, lorsque son mari était en train de décéder, lorsqu'il est décédé, avant de décéder, il lui a laissé un papier qui est assez blanc, où il n'y a pas d'écriture, il lui demande de garder ça. Ça, c'est un pay-in, c'est du planté. On se dit que ce papier-là ne sert à rien. Et plus on avance dans l'histoire, arrivé à un certain moment, la femme est confrontée à un problème majeur. Et un de ses enfants prend ce papier-là et il le met sous le soleil comme ça, et bam, on voit un numéro là-dessus s'afficher. Vous voyez l'importance capitale qu'a eu ce bout de papier-là qu'on se disait,
qui n'a pas d'importance dès le début du film. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle le payoff. Le planter, qui est le pay-in, et le récolter, le payoff. Donc, dans la plupart des séries, surtout avec un auteur que j'aime bien, Harlan Coben, presque toutes les séries sur lesquelles il bosse sont toujours faites de ça. Des planteurs récoltés, des éléments qui sont implantés dès le début de la série, qu'on retrouve généralement vers la fin. C'est comme dans How to Get Away with Murder, avec Annalise Keating. Un objet qui nous est donné, par exemple, dans le premier épisode de How to Get Away with Murder, lorsqu'on commence avec le premier épisode, Annalise Keating, Viola Davis, nous sort un trophée qui est là et qui fait savoir à ses étudiants que le meilleur qui parviendra à gagner, à la faire gagner l'affaire sur laquelle elle doit plaider, parviendra à gagner ce trophée-là. Est-ce qu'on ne sait pas, c'est que ce trophée-là, c'est pas juste un trophée, mais c'est l'arme de crime, c'est l'arme qui va servir à tuer quelqu'un. Et dans la tête des gens après, comment est-ce qu'on parviendra à cacher ce trophée-là? Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui marchent assez bien. Et aujourd'hui, vu qu'on parle beaucoup plus de séries, il y a un autre créateur que j'aime bien, Tyler Perry, qui aujourd'hui bosse sur pas mal qui a commencé à bosser sur des séries. Donc, c'est un peu son procédé. Il essaie de jouer avec des pay-in, pay-off pour essayer de nous narrer ces histoires-là. Donc, c'est un peu ça. Il y a pas mal de points qui sont là. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question. Jusqu'à dialogue. OK. Déjà, un bon scénario. Il n'y a pas de mauvais scénario. Déjà. Tout dépend de la façon dont ton histoire tu la racontes et de la perception de tout un chacun. Un scénario qui m'est présenté à moi peut ne pas m'accrocher en tant que personne ou en tant que lecteur ou en tant que spectateur. Cependant, ce scénario-là peut accrocher une autre personne. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'existe pas de mauvais film et il n'existe pas de mauvais scénario. Cependant, il y a des scénarios qui méritent d'être retravaillés et encore retravaillés. Toute histoire mérite d'être retravaillée. Vous prenez un blockbuster. Pour moi, le meilleur film de toute l'histoire du cinéma, pour moi, dans toute l'histoire du cinéma, c'est La Ligne verte. La Ligne verte, moi, c'est mon film culte. Et c'est le film à travers lequel je m'identifie le plus, même si le film, je pense qu'il est beaucoup plus âgé que moi. Donc, j'aime le film parce que je m'identifie beaucoup plus à l'auteur, au réalisateur, parce qu'après La Ligne verte, la plupart des œuvres qu'il a faites, ce sont des œuvres que j'ai beaucoup aimées, La Ligne verte, Les Évadés et tout. Ce sont des œuvres à travers lesquelles moi, je m'identifie beaucoup plus. Cependant, il y en a qui soulignent des faiblesses par rapport au scénario de La Ligne verte. Et ce sont des choses que j'accepte. Parce qu'une œuvre parfaite n'existe pas. Mais quand on a tendance à dire aux gens qu'une œuvre parfaite n'existe pas, beaucoup de gens commencent à prendre du galon et nous proposent des œuvres qui, en toute sincérité, méritent vraiment d'être travaillées. Parce que, étant cinéphile ou étant auteur, on a cette tendance parfois à tomber sur certaines œuvres au cinéma ou de scénarios qu'on nous soumet, qu'on se dit il y a du potentiel, mais il y a cette possibilité de développer beaucoup plus l'histoire. Donc, c'est un peu ça, de mon point de vue. Et en ce qui concerne la structuration d'un scénario, à savoir les étapes, comme je l'ai dit, il faut passer déjà par une idée. Du moment que l'idée elle est claire, on passe. Il n'y a pas de logique. Hein. Moi, je parle de ma méthode à moi. Généralement, je n'écris pas de traitement. Et les personnes avec lesquelles je travaille, ou que ce soit aux étudiants à l'école, j'évite beaucoup de parler de traitement. Parce que comme je le dis, hein, moi, je suis un peu un fainéant. Voilà, Bougmoloumeti, parce que le traitement, je trouve que c'est un casse-tête. Et ça ne me sert à rien en quelque sorte. Parce que le fait de traiter un sujet et tout,
C'est la même chose qu'on retrouve dans la continuité dialoguée. Donc, pourquoi perdre du temps à faire un traitement de 14 pages, dont je vais me retaper le même travail encore dans la continuité dialoguée. Donc, généralement, ce que je propose, c'est une fois passé par l'idée, directement, moi, je passe à la caractérisation des personnages. Une fois que mes personnages sont assez bien caractérisés et que je connais les forces de chaque personnage, ses faiblesses, les relations qu'ils entretiennent et le tout, je passe directement à la continuité dialoguée. La Bible des personnages. Même en série, moi, généralement, je n'écris pas de Bible. C'est comme je l'ai dit, chacun a sa méthode à lui. Chacun a sa méthode à lui. Moi, quand j'écris, par exemple, l'idée, elle est claire, les personnages sont bien caractérisés, je connais tous les personnages, du moins les personnages majeurs, avec lesquels je compte raconter mon histoire, je passe directement à la continuité dialoguée quand il s'agit de films. Et quand je finis avec la continuité dialoguée, je passe à l'intention. Cependant, il faut prendre en compte que l'intention, la non-intention, qu'elle soit écrite ou pas, est la chose qui demeure en premier. Elle est capitale. Parce que du moment que tu te lances à l'écriture d'un projet scénaristique, il y a déjà une intention qui est là. Tu sais déjà ce que tu veux raconter et où est-ce que tu as envie que cela te mène. Donc, la non-intention, elle est déjà prête. C'est juste qu'elle n'est pas écrite. Mais il y a ces personnes à qui je conseille beaucoup d'écrire une note d'intention. Mais moi, par exemple, je n'écris pas de note d'intention dès le début parce que je me dis que du moment que j'écris cette note d'intention-là, arrivé un moment, ça me pousse à vouloir me figer là-dessus parce que je me dis, l'intention de base, c'est ça. Donc, tu es brigué en tant que scénariste parce que tu te dis que c'est ça. Donc, je ne dois pas m'éloigner de ça. Alors, qu'étant artiste, qu'étant auteur, tu ne dois pas avoir de frein lorsque tu crées une œuvre. Tu dois avoir cette liberté de narrer une histoire comme tu le sens et aller comme tu le sens, comme tu as envie aussi. Donc, du moment que tu as l'idée, la caractérisation des personnages, tu bosses sur la continuité dialoguée, c'est à partir de ce moment-là que je me dis que ouais, je peux passer directement à l'écriture d'un synopsis. Parce que le synopsis, généralement, quand on commence à écrire, on commence avec nos synopsis. À la fin du scénario, Je ne parle pas un peu de l'écriture, mais je parle un peu du développement et, par exemple, de la crédibilité du scénario. Par exemple, je donne l'exemple d'écrire que vous avez en tant que scénariste, vous écrivez par exemple une série, vous écrivez en même temps la saison 1 et la saison 2. On tourne la saison 1 avec l'acteur X. L'acteur X tourne toute la saison 1. Et au moment de tourner la saison 2, l'acteur X n'est pas disponible. Et que, en fonction de ce scénario, seul l'acteur X peut te donner ce dont tu as besoin en fonction de l'écriture, en fonction de texte, d'évolution de personnages et de scénaristes. Et que dans la saison 2, on te propose une acteur qui s'appelle Y. Et que Y n'est pas vraiment à chaud et à fond. Donc, ça casse un peu le rythme de ton public. Est-ce qu'à ce moment-là, le scénariste doit changer l'écriture de la saison 2 et de la réadapter en fonction de l'acteur Y, ou on doit tourner la saison 2 dont elle a été écrite dans le début? Ça, c'est une question que je me pose toujours. Ouais, moi, je trouve la question assez intéressante. Cependant, si je dois répondre d'un point de vue scénaristique, hein, les gars, je m'excuse pour le terme, mais si je suis scénariste sur un projet, qu'on m'a demandé d'écrire en 2 saisons, et que j'écris les 2 saisons, et que je la rende à la production et qu'il valide. Si l'acteur n'est plus disponible, moi, je m'en fous. Hein. Ce ne sont pas mes affaires. C'est à eux de gérer. J'ai écrit le scénario. Cependant, s'il arrive que je sois ce qui arrive aujourd'hui, généralement dans la plupart des séries, quand vous commencez une série, dès le début du générique, comme ça s'appelle Blacklist, dès le début, on te met created by, créé par, ou ce qu'on appelle souvent des showrunners. Les showrunners, généralement, ce sont des gens qui, parfois, dans beaucoup de projets, sont à la fois scénaristes sur ces projets-là. Ils font partie de la production, soit ils portent le projet ou son prod exé là-dessus, et il arrive qu'ils réalisent certains épisodes. Donc, si moi, je suis scénariste et
réalisateur d'un projet et producteur à la fois, moi, en tant que personne, en tant que scénariste aujourd'hui, qu'un acteur meurt en cours de tournage, moi, je me dis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai quand même cette notion-là de narrer mon histoire sans pour autant la biaiser. Parfois, ça peut poser des difficultés à la production ou au récit, parce que il peut arriver que le spectateur, du moins le public, soit attaché au personnage. Ça arrive. Mais dans d'autres des cas, moi, ce que je suggère le plus, c'est d'essayer, au lieu de remplacer le personnage par une personne et nous ramener un personnage dont on n'est pas familiarisé, c'est d'essayer d'essayer d'orienter l'histoire vers un autre personnage. Car au moins, le spectateur a cette manie-là, il a eu cette opportunité de se familiariser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, avec un autre personnage. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a ce feuilleton-là, qui s'appelle Marina. Les grands, surtout vous l'avez vu, Marina. Arrivé à un certain moment, il y a le personnage masculin, le mari, je ne sais pas, Ricardo qui est, voilà, si je me trompe pas, il avait fait un accident, le personnage avait fait un accident, on a dû le sortir de la série, et ils nous ont ramené un autre personnage. Dans ce cas précis, ça tient. Parce qu'il s'agit d'une romance qui, dès le début, a été axée sur la relation entre ces deux personnages. Et sans cette relation entre ces deux personnages-là, il n'y a pas de projet. Là, par exemple, ça tient. Donc, il va falloir qu'on remplace le personnage. Mais aujourd'hui, dans la plupart des séries que nous, on a tendance à faire ou on a tendance à regarder, on peut se passer d'un personnage qui lâche le projet. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On l'a vu dans pas mal de séries, surtout avec Netflix. L'exemple, The Witcher. Ils ont commencé avec, comment il s'appelle, Henry Cavill. Arrivé à un certain moment, le gars n'a plus senti la série, il a lâché le projet là. Et là, ils se sont lancés sur, si je ne me trompe pas, c'est le frère de Chris Hemsworth, Liam Hemsworth. Il s'est lancé sur le projet, c'est lui qui doit faire la dernière saison. Et ça marche. Hein? Parce qu'en termes de ressemblance, il y a un peu de ressemblance, mais le public est averti en le faisant savoir que, ouais, pour telle raison, le personnage ne fera plus partie de la série. Même si toutefois, des gens comme moi, comme je l'ai dit, du moment qu'ils ont changé le casting, je me suis promis de ne plus regarder la série parce que je m'étais assez familiarisé avec le personnage de Henry Cavill, à tel point que je me dis que c'est lui le Witcher. Donc, si on me ramène un autre Witcher, un autre sorcier, je me dis que ça ne va pas marcher parce que mentalement et psychologiquement, je ne vois pas un autre personnage endosser ce rôle-là. Et ça arrive dans la partie où ça arrive le plus, c'est dans les comics. Dans les comics, à savoir des œuvres de science-fiction, comme chez Marvel, Disney, Star Wars et DC Comics et tout. C'est la partie où ça arrive généralement. Il arrive qu'on voit un personnage comme Spider-Man, on s'attache au personnage aujourd'hui et demain, on nous sort un de Spider-Man. Et automatiquement, les gens se disent, ouais, le premier Spider-Man, on l'a beaucoup plus aimé, alors que l'autre, on ne l'aime pas. Et c'est ce qui est arrivé à Disney et Marvel. Parce que, arrivé à un certain moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont senti que les gens s'étaient beaucoup plus attachés aux deux premiers personnages, à savoir, comment ça s'appelle, Andrews et l'autre là, j'ai oublié le nom, ça va me revenir après. Et ils nous ont sorti le personnage de Tom Holland, qui a été le troisième Spider-Man. Et arrivé, parce que pourquoi ça? Ils avaient des problèmes, des soucis de contrat avec ces auteurs-là. Donc, arrivé à un certain moment, les gens ont senti que, ouais, on n'avait pas ces mêmes personnages-là. Mais comme je le dis, il y a ces scénaristes-là qui sont assez créatifs. Donc, lorsque Disney et Sony sont parvenus à trouver de bons consensus avec ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont sorti un Spider-Man à travers la Spider-Man Multiverse, à travers lequel ils nous ont fait croire que, ouais, ce Spider-Man-là était dans un autre univers, l'autre était dans un autre univers et l'autre était dans un autre univers. Et ils doivent se rencontrer pour faire un crossover. Et on les a tous eus dans un seul même film. Et bam, les gens qui avaient lâché Spider-Man à cause de tel personnage se disent, ouais, maintenant on est là-dedans. Et ça, maintenant, ça va marcher. Donc, il faut savoir qu'arrivé à un certain moment, les productions sont beaucoup plus, comme je l'ai dit dès le début, dans cet aspect financier, dans cet aspect de marketing. Plus ça cartonne, plus ils sont preneurs. Les gens s'en foutent de la créativité aujourd'hui. Donc,
J'espère que j'ai un peu répondu à la question. Voilà. Masterclass. Voilà, moi, là où je voudrais venir, c'est il y a beaucoup de séries ou films, que ce soit court-métrage ou long-métrage, qui sont inspirés à partir d'une œuvre. Par exemple, l'œuvre qui est à côté de vous. Fatkanda Senghor l'a fait avec Wallabok. Mais aussi, il y a beaucoup de films, c'est tiré à partir d'une œuvre. Et au début ou à la fin, il mentionne ça, il dit c'est tiré à partir de telle œuvre. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est plus facile de faire son scénario à partir d'une œuvre ou bien est-ce que voilà, c'est plus compliqué? Je trouve aussi que c'est une question assez intéressante. Parce que déjà aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des films qui ont le plus marché, ce qu'on appelle les films cultes au cinéma, généralement, ce sont des adaptations. Généralement, ce sont des adaptations. La saga Le Seigneur des Anneaux, si je ne me trompe pas, The Hobbit, Game of Thrones, Vampire Diaries, The Originals, comment s'appelle l'autre là de Julie Plec, Legacy. Généralement, ces œuvres-là, ce sont des œuvres qui viennent de la littérature. Harlan Coben en est le parfait exemple. Aujourd'hui, c'est quand vous allez sur Netflix, je ne vous demande pas de rechercher un film, mais tapez juste Harlan Coben. Et tout à coup, Netflix vous sort Harlan Coben Collection, la collection d'Harlan Coben. Il a actuellement à son actif plus de 5 séries qui, de base, ont été écrites en œuvre littéraire. C'est pratiquement la même chose pour un auteur qui se lève aujourd'hui et qui dit « J'ai envie d'adapter au cinéma en format sériel toutes les œuvres d'Agatha Christie ». C'est pratiquement la même chose. Moi, les séries africaines, les séries sénégalaises, généralement, je n'en regarde pas. Parce que c'est comme je le dis, je connais ma bouche. Et quand j'aime pas une chose, je le dis. Après, ça peut être vu voilà, d'une façon négative et tout. Donc, j'évite beaucoup de regarder. Et je me dis, les œuvres américaines, les œuvres françaises, si je les regarde, si j'ai des avis négatifs là-dessus, au moins, ils ne vont pas me taper dessus, ils ne vont pas m'insulter sur les réseaux sociaux et tout. Donc, je préfère m'en passer. Donc, on prend l'exemple de Game of Thrones. Comme je l'ai dit tantôt, tu n'étais pas là. Game of Thrones de base, c'est une adaptation de l'œuvre de George Martin. Quand tu prends Game of Thrones, la série elle nous est racontée en 8 saisons. 8 saisons durant lesquelles c'est pas l'histoire qui nous est racontée en 8 saisons n'est pas, je dirais pas à 100% similaire à ce qui est raconté à la série. C'est comme le personnage de Jon Snow qui meurt. Jon Snow, dans la saison 6, si je ne me trompe pas, il est mort. Pourtant, dans l'œuvre, il est mort. Mais il faut comprendre que il y a toujours ce pouvoir-là du public qui joue. Et quand vous décidez de produire un projet qui est arrivé à un certain moment, le projet parvient à arriver à un tel niveau qui est démentiel et que tout le monde a envie de le voir et que les gens commencent à s'attacher à un personnage, quand la production essaie de l'effacer, ça peut faire baisser le taux d'audience du projet. Donc, c'est la raison pour laquelle le personnage de Jon Snow a été ramené dans la série. Mais normalement, dans la littérature, le personnage, il est mort. Il est mort, mais vu que déjà, lorsque la mort de ce personnage a été annoncée, dès le début, les gens ont commencé, il y avait même des réactions sur YouTube où on voyait des gens en train de casser des télés. Il y avait même des hommes d'affaires, des hommes riches qui regardaient la série et ils étaient tellement puissants que, à ce qui paraît, il y en a qui sont entrés en call avec la production en leur proposant de faire revenir le projet, que s'il s'agit d'une question d'argent, ils sont prêts à mettre de l'argent là-dedans. Imaginez. Parce que l'ampleur qu'a eu ce projet-là,
pousse les gens à en vouloir beaucoup plus. Et les gens ont envie de continuer, ont envie de voir ce personnage-là évoluer. Et c'est ce qui est beaucoup plus intéressant dans l'une des étapes sur laquelle on compte bien échanger, à savoir comment donner au public un personnage mémorable. Comment faire en sorte pour que le public s'attache à ton personnage. Parce que du moment que le public s'attache à ton personnage, sache que tu tiens déjà 80% de la clé pour maintenir les gens. Mais quand les gens voient ton public et s'ennuient, gars, sache que ça va pas faire long feu. Un personnage dans une série, il doit être assez crédible. C'est comme le personnage de, comment il s'appelle, de T-Bag dans Prison Break. T-Bag, le gars, il était tellement au top de son personnage que il a même expliqué lors d'une interview que ça l'arrivait parfois lorsqu'il sortait et qu'il marchait dans la rue, les gens se mettaient à le fuir. Parce que les gens trouvaient que ce personnage, ce psychopathe-là qu'il interprétait dans Prison Break était sa vraie nature. Alors que tel n'est pas le cas. Donc, il faut savoir que l'adaptation de séries aujourd'hui, elle est fréquente. La plupart du temps, les gens prennent des œuvres littéraires et les adaptent en série. Cependant, cela ne doit pas brider votre créativité parce que pour adapter une série, du moins un roman en série, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que le roman ou une œuvre littéraire, généralement, c'est une œuvre qui a été déjà écrite. L'histoire, elle est déjà là. C'est différent de la façon dont vous pensez une histoire dans votre tête et que vous avez envie de la raconter. En termes de créativité et de liberté, tout ce qui vient de votre tête est beaucoup plus facile à magnifier et à mettre sur papier qu'une œuvre qui existe déjà. Parce que quand vous adaptez une œuvre, il faut savoir que vous ne devez pas vous éloigner de ce qui est raconté dans l'œuvre. Et ça, il y a beaucoup de problèmes qui sont advenus à cause de ça. Je prends l'exemple du film là qu'a fait le dernier film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Arrivé à un certain moment, il y a des gens qui ont porté plainte, car pour eux, la façon dont l'histoire s'est passée est différente de la façon dont elle a été racontée dans le film. Donc, c'est un peu ça. Après, certaines histoires, c'est comme au cinéma, c'est comme dans le film. Certaines histoires peuvent venir des faits divers, de la société et d'une discussion avec des gens. Et généralement, c'est ce qu'on a au Sénégal. Je ne vais pas nommer le nom de série, en tout cas. Mais voilà. Nous, la plupart du temps, quand on commence une série, en tant que boîte de production, ça nous commence une série. Un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Il suffit que je sorte en tant que producteur et que je me mette sur YouTube ou que sur TikTok. Bam, je vois une influenceuse sénégalaise qui a ses nudes sur TikTok. Et j'appelle le scénariste. Guy, est-ce que de l'endroit ben nude force? On essaie d'avancer en fonction de faits divers souvent. Parce qu'on se dit que si on introduit cela dans ce qu'on raconte, ça va augmenter le taux de visibilité, le taux d'audience pour notre projet. Je prends l'exemple d'une série comme Celebrity. C'est le format K-drama. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, qui raconte l'histoire de la célébrité, des influenceurs. Et pourtant, la série, elle a été au top sur Netflix durant plus de 3 semaines, je dirais même un mois, où elle était classée parmi les 5 séries les plus vues. Donc, tout ce que vous voulez raconter, racontez-la, les gars. Si tu as envie d'adapter une œuvre, là, par exemple, c'est un manga. Aujourd'hui, ce manga-là, par exemple, Tokyo Ghoul, moi, je le lis, je regarde la version animée, et Netflix, en début 2024, je pense bien, ils ont adapté ce manga-là en série, Tokyo Ghoul. Et le personnage qu'on a eu, à savoir Kaneki, le personnage principal, a été différent du personnage principal qu'on nous a donné dans la série Netflix. Donc, ça peut parfois varier, mais l'histoire, quand même, doit être celle
La question waxtaan est bi nag xam pertinente, naa je ne on n'a pense. pas parlé de série hein. Elle xam est naa ne ci pertinente, je scénario la pense. ñu wax ok Donc, c'est ça votre question ok donc je dirais que c'est pratiquement le même process qu'en écriture de série de long métrage. Il faut savoir que l'objectif, c'est de raconter une histoire. C'est de raconter un film. Et moi, de mon point de vue, hein, cela n'inclut que ma propre personne. J'ai tendance à dire que l'écriture d'un court-métrage est beaucoup plus compliquée que l'écriture d'un long-métrage ou d'une série. Parce que c'est comme lorsqu'on vous demande de raconter une histoire en 1 minute et de la raconter en 10 minutes et de la raconter en 1 heure de temps. D'après vous, quelle est la plus compliquée? On te demande de raconter une histoire en 1 minute, la raconter en 10 minutes et la raconter en 1 heure de temps. D'après toi, quelle est la plus compliquée? Donc, c'est juste ça. Parce que dans l'écriture de court-métrage, les idées sont généralement limitées. Quand je dis limité, c'est en termes de temps et en termes de narration. On a peu de temps dans le format court-métrage par rapport au long-métrage. Donc, en 7 minutes, tu dois parvenir à tenir en haleine des milliers de personnes. Alors que ces 7 minutes-là, quand tu pars dans le format long, généralement, ça te sert juste de ce qu'on appelle amuse-gueule. Donc, c'est juste une exposition généralement dans le format long. C'est un peu ça. Après, ce que je peux faire, voilà, je vais essayer de partager un fichier avec Bamba, un fichier que j'utilise généralement pour faire des cours. Et après, ceux qui sont intéressés, ils peuvent vous le partager. Un fichier qui suit un peu le process pour écrire, que ce soit le format court-métrage, série, film, whatever. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de process bien défini quand même qui les différencie. C'est ça. Donc, je voulais revenir sur autre chose parce que je pense que on n'en a pas parlé et le temps, ok. Pour essayer de répondre à cette question-là, encore une fois, c'est comme je le dis dès le début, hein, au cinéma, les écoles, elles diffèrent. Il n'existe pas une seule école, il n'existe pas deux, mais plutôt il existe de grandes écoles, beaucoup de grandes écoles dans le cinéma. Et parmi ces grandes écoles-là, dans l'histoire du cinéma, je dirais que les deux plus grandes sont ceux de la génération de Sid Field, et cette nouvelle vague de John Trowbridge. Donc, quand je parle de ça, c'est juste une façon de te faire comprendre encore une fois. Quand on crée le scénario, l'écriture du scénario, c'est une créativité. À toi de voir comment est-ce que tu comptes magnifier cette créativité-là. Et en ce qui concerne les dialogues, tout dépend de ce qui est recherché à travers ta narration. Il y en a qui vous disent que, ouais, un bon scénario ne doit pas avoir beaucoup de dialogue, tu dois beaucoup plus rester sur des faits, des gestes et des actions que de blabla. Mais moi, je dis que ce sont des bullshit, les gars. Si tu as envie de faire un scénario avec beaucoup de dialogue, fais-le. Mais que ces dialogues-là apportent à ton histoire. La preuve, on prend l'exemple d'un très grand réalisateur, oscarisé, sacré même. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des 10 plus grands réalisateurs, à savoir Quentin Tarantino. Les gars, mais la plupart des scénarios de Quentin Tarantino sur un film de 2 heures de temps, s'il n'y a que des dialogues,
Mais chaque dialogue est une punchline. Et chaque dialogue apporte à son histoire. C'est comme, vu qu'on parle aussi de série, c'est comme dans la série Suits. Avocat sans mesure. Du moins, sur mesure. Les dialogues sont les fondements de la série. Et on s'accroche au personnage. Harvey Specter, lorsqu'il se met à échanger avec le personnage de comment ça s'appelle, de Jessica Pearson, automatiquement, tu as envie que la discussion continue. Parce qu'ils font toujours des références à des films. The Hobbit par là, Seigneur des Anneaux par là, Game of Thrones par là. Et ça te ramène à d'autres œuvres. Et tu as envie que cela continue. Mais tu ne peux pas être dans un cadre où les gens sont en plein combat et tu te dis, non, on a une pause combat, ça n'a pas de sens. Mais pourtant, dans un combat, parfois, ça peut marcher. Tout dépend de l'univers et de ce que toi, tu veux raconter et de la façon dont tu la racontes. Donc, encore une fois, c'est un conseil. Les gars, si vous avez envie de dialoguer vos scénarios, dialoguez-les comme vous le sentez. Cependant, les dialogues inutiles, il faut les éviter. Moi, parfois, ça m'arrive de lire des scénarios qui font plus de 50 pages. Et quand on me demande ça, non, ouais, je veux que tu jettes un coup d'œil sur le scénario là et que tu me fasses un retour là-dessus. La première chose que je fais, hormis le fait que, c'est comme je le dis, hein, à partir de 2025, par exemple, je ne compte plus lire des scénarios qui sont écrits au format Word. Ça, je ne le fais pas. J'ai arrêté. Parce que la seule chose que je ne peux pas accepter, c'est déjà, quand tu es scénariste, quand tu t'octroies scénariste, il y a ce bagage-là déjà qu'il faut avoir. C'est comme le mécanicien. Le scénariste, c'est un mécanicien, c'est un docteur. D'ailleurs, même, je ne sais pas si vous avez vu l'ouvrage de, comment il s'appelle, John Traby, L'anatomie du scénario. Sur la page de garde, il y a des scalpels, il y a des outils de médecins. Et pourtant, on te dit l'anatomie du scénario. L'anatomie du scénario. L'anatomie, déjà, quand on parle d'anatomie, on a tendance à penser au corps humain. Donc, le métier de scénariste, il faut savoir que le scénariste, c'est un mécanicien, c'est un docteur, c'est un couturier. Quand tu écris un film, tu cours. C'est comme le même processus là qu'on fait lorsqu'on décide de coudre voilà, une tenue ou lorsqu'on décide de réparer une voiture ou lorsqu'on décide de cuisiner un plat. L'essentiel, ce n'est pas de nous montrer comment est-ce que tu cuisines du tchéboudienne. Mais moi, mon objectif déjà, étant père de famille, quand je te donne la dépense quotidienne, c'est le résultat que tu vas me donner au repas. Mais tu ne vas pas me ramener les légumes en me disant, ouais, tiens, mais les gars, c'est de cuisiner. Mais quand on regarde, maintenant, et qu'on prend la cuillère et qu'on la met dans la bouche et qu'on mâche ne serait-ce qu'une seule fois, on sait si cela a du goût ou pas. Donc, c'est pratiquement la même chose. Donc, quand je dis que, arrivé à un moment où je me dis que j'arrête de lire des scénarios qui sont formatés en Word, parce que tu ne peux pas me dire que tu es docteur et que tu n'as pas de blues. La différence, quand tu pars à l'hôpital, ce qui différencie un simple Sano ou un simple Bamba d'un docteur, la première des choses, c'est la façon dont ils sont habillés. La blouse que le docteur humain. Donc, étant scénariste, tu peux pas me dire que tu es scénariste et tu écris toutes tes œuvres avec téléphone. Moi, j'écris mes œuvres avec téléphone. Mais cependant, il y a des logiciels appropriés pour écrire des scénarios. Et moi, j'encourage beaucoup cette nouvelle génération-là de scénaristes à commencer à se familiariser avec cela. Si je ne me trompe pas, vous avez eu cette opportunité-là d'inviter Bruno, un grand frère. Je ne sais pas si vous avez parlé de logiciels comme Outlook Movie et tout. Ce sont des outils qui facilitent le processus de travail de l'assistant réalisateur. Tout comme aussi, étant scénariste, il y a ces outils-là comme Final Draft, Fade In, comment ça s'appelle, Celltext. Ce sont des outils aussi qui sont faits pour le scénariste. Donc, non seulement cela te professionnalise, ça montre que tu es un professionnel dans ce que tu fais, ça augmente ta crédibilité en tant que personne, en tant que scénariste, et en tant que
clarification, tout est à sa place, les gars. Mais la plupart des scénarios qu'on nous envoie ou qu'on lit, les gars, parfois dans les didaskali bi caractère bi dialogue bi tu dis mais fan moi fan. Et tu te perds dans ta tête parce que tu dois essayer de réadapter la chose alors que tu n'as pas le temps pour ça. La seule chose que tu dois faire lorsque tu lis un scénario, c'est l'histoire que tu dois suivre. Mais tu lis un scénario et tu te demandes, est-ce que c'est le dialogue ou pas? Est-ce que c'est la caractérisation ou pas? Est-ce que c'est le parenthetical ou pas? Donc, il y a ces principes-là et ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Et moi, c'est le conseil que je donne, c'était une petite parenthèse, le conseil que je donne à la plupart des... Et voilà. On a sa réponse. OK. Une question. Dernière question. OK. Il y en a pas. OK. C'est bon, action. Ok, merci à Sanon pour ce brillant masterclass, machallah. Donc, juste une question. Hein? Comment réussir son scénario, surtout en série? Sur ton film? Oui, série, surtout en série. Surtout en série? Ouais. Moi, je dirais que la meilleure façon de réussir son scénario, que cela soit un film ou une série, il faut maîtriser 3 choses. La structure narrative, du moins la structure déjà, une narration et les personnages. Ce sont les 3 choses qui sont le plus fondamentales lorsque vous décidez de raconter une histoire. Un exemple. Du moment que l'histoire, elle est bien structurée et que vous savez que là, je me lance sur le format série et que vous commencez à la narrer, vous passez à l'étape des personnages. Les personnages, le temps, c'est vrai que le temps, il est peu, donc on n'a pas eu cette opportunité-là d'aller en profondeur de la chose. Un bon personnage, c'est ce qui tient le plus en haleine le spectateur. Je prends l'exemple de la série Peaky Blinders. L'histoire déjà de base, on sait qu'il s'agit d'une famille qui a pour objectif de régner sur la ville. Dans Game of Thrones, on t'explique qu'il s'agit d'une guerre pour le trône. Les 7 couronnes, tout le monde essaie de diriger les sept grands royaumes. C'est ça l'idée générale de la série. Cependant, ce qui tient le plus en haleine les personnes, du moins le public, c'est l'attachement qu'on a à chaque personnage qui nous est caractérisé tout au long de la série. On commence déjà avec les Stark, puis vers la fin de la première saison, on assiste en termes de cliffhanger, on nous met en claque comme l'arrivée des marcheurs blancs. Et plus on évolue à la saison 3, on a toujours, déjà lors de la saison 1, on a la mort du personnage qui nous a beaucoup marqué, à savoir Ned Stark. Lorsqu'il meurt, on se dit, est-ce que cette famille-là, à savoir les Stark, parviendront à garder cette force-là qu'ils ont? Parce qu'ils font partie de ces 7 soi-disant forces-là qui règnent sur ce monde de Westeros, en quelque sorte. Donc, plus on avance, et on arrive à la 3e saison, si je ne me trompe pas. Et lors de la 3e saison, on a le personnage de, comment il s'appelle, j'oublie le nom, le fils aîné de Ned Stark, qui décide de se marier. Robb Stark. Lorsqu'il décide de se marier, il y a cet aspect-là inattendu, le cliffhanger, dont on ne s'attend pas, où on assiste au mariage qui est appelé the Red Wedding, le mariage rouge, parce que déjà, c'est l'un des aspects qui a le plus marqué cette série. À chaque fois qu'on parle de Game of Thrones, c'est vrai que l'idée elle est cool, mais ce qui vient généralement, moi par exemple dans ma tête, je pense automatiquement au Red Wedding, le mariage rouge. Parce que déjà, dans la saison 3, au niveau de l'épisode 9, lorsqu'on assiste au mariage là, on se rend compte
de cette trahison qu'il y a eu, à travers laquelle toute la famille, à savoir les Stark, ont soi-disant été éliminés. Hormis Lady Sansa, qui était auprès de Joffrey, à savoir, voilà, dans l'autre royaume là-bas, et Arya Stark, dont tout le monde ignorait la partie dont elle était. Donc, ce sont des personnages dont on a envie d'explorer leur vie. Et on se dit, comment est-ce que Arya Stark parviendra à arriver à ses objectifs? Comment est-ce que Brandon, qui est devenu aveugle et infirme, ok? C'est le symbolisme. C'est comme dans ce que nous on a dans le cinéma sénégalais. La plupart de ces jeunes-là qui font des films, je me mets là-dedans. Parce que sur une échelle de 100, pour des films, il faut que vous le Grabougoui. Grabougoui? Si tu ne montres pas le baobab, il va te montrer quoi? Un pilon. Il va te montrer ça. Et quand tu lui demandes, non, c'est un béni le coron de fait. Mais ça rime à quoi? Donc, moi, je ne suis pas contre ça. Mais chaque élément qu'on place dans l'histoire doit servir l'histoire. Pas placer pour placer. Pas parce que j'ai juste envie de filmer un baobab pour montrer la beauté ou pour dire que c'est un clin d'œil à Semben ou à Mambeti. C'est pas ça. Un autre exemple, c'est dans la série Snowfall, pour ceux qui l'ont vu. Snowfall, je pense, c'est 6 saisons. Non, 7 saisons. Dans la première saison, dans le premier épisode, un autre fait marquant qui montre encore que ces gens-là, dès le début de la série, jusqu'à la fin de la série, tout est calculé et les gens ne partent pas du coq à l'âne. Il n'y a pas de ça, tout est calculé. Il n'y a que chez nous, par exemple, où tu commences avec ça, tu finis avec une autre chose. Dans le premier épisode de la saison 1 de Snowfall, ce qu'on a, dès le début, on a le personnage de Franklin Saint qui, lorsqu'il est avec sa maman et je pense il y a son oncle à la maison, il échange avec eux et qu'il sort de la maison, il sort par la porte de devant. Et lorsqu'il sort, il échange au niveau près de la route avec son ami qui est un peu big. Lorsqu'il échange avec lui, et il lui demande, il le tapote, on lui demande, essaie de me rattraper si tu peux. Donc, en termes de symbolisme, nous, on a tendance à penser qu'il n'y a que nous, les Sénégalais ou Africains, qui avons du symbolisme. Alors que même dans le cinéma américain, le symbolisme, il existe. Donc, cette scène-là, elle est symbolique. Le fait de voir le personnage sortir par la porte de devant, tapoter son ami et lui dire, essaie de me rattraper si tu peux. C'est symbolique. C'est déjà une façon de montrer au spectateur que ce personnage de Franklin Saint est un jeune homme plein d'esprit, plein d'avenir, d'énergie et qui a l'avenir devant lui. Et le contraste avec cette séquence-là, c'est le dernier épisode de la dernière saison. À travers la dernière séquence où, cette fois-ci, on a cette même séquence, mais le personnage, au lieu de sortir par la porte de devant, il sort par la porte de derrière. Ce qui essaie de te montrer le contraste de lorsqu'il sortait par la porte de devant, c'était une joie, alors que lorsqu'il sort par la porte de derrière, c'est déjà un déséquilibre pour nous montrer que le personnage, il est dans les abîmes, il a honte, c'est la honte. Et lorsqu'il rencontre son ami, cette fois-ci, ce dernier lui demande, est-ce que je dois te suivre encore? Il lui dit non, cette fois-ci, ne me suis pas. Est-ce que vous comprenez ce parallélisme-là? De la saison 1 jusqu'à la saison 6. Donc, imaginez, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour nous sortir ça. Donc, les gens réfléchissent leur série. Prenez le temps de réfléchir vos histoires. Après, en ce qui concerne les différents nœuds dramatiques et les différents points que vous comptez aborder dans l'histoire, peuvent varier à chaque fois. Mais cela doit toujours servir l'objectif principal de votre histoire. Parce que dans Snowfall, l'objectif principal de notre personnage, à savoir Franklin Saint, c'est d'atteindre le summum de cette hiérarchie-là et de se faire beaucoup d'argent. Cependant, on assiste à cette ascension-là et pap, la descente aux enfers.
alors que de base, sa vie n'était pas assez misérable, il avait une vie assez normale, acceptable, mais il passe de ça à une vie high level, puis un déclin assez fracassant. Donc, ce sont des choses qui sont réfléchies par ces gens-là et ça tire sur le long. Donc, prenez cela en compte et chaque chose que vous comptez développer aussi, les gars, faites-le avec amour. C'est le conseil que je donne. Le cinéma, ça se fait avec amour, ça se développe avec ça prend du temps. Moi, par exemple, c'était un maçon au début de ton film. À la fin, soit il doit être un chef de chantier ou il doit être un boss. Mais il ne peut pas commencer maçon et finir maçon. Soit s'il doit finir maçon encore, il faut nous montrer le pourquoi. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et je dirais qu'on n'a pas parlé série, en tout cas, on a plutôt parlé scénario. Donc, moi, si possible, hein, les gars, je préfère qu'on, dans l'intitulé de YouTube, mettez scénario, pas série, parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas été dans la thématique en quelque sorte. Peut-être que la prochaine fois, on aura cette opportunité-là de parler concrètement série, parce que je n'ai pas pu développer tous les points de la création du processus de série. Et je tenais à vous remercier encore une fois pour cette invitation-là. C'était assez intéressant. Merci.